traduire un petit peu qu'est-ce que pourrait être et quels pourraient être les impacts de ces transitions avec un S pour nos filières agricoles et alimentaires. Alors pour cela, il faut qu'on se mette d'accord d'abord sur un diagnostic et qu'on ait tous un diagnostic partagé. Et le diagnostic partagé, il est le suivant. C'est qu'en fait, depuis maintenant 150 ans, nous ne faisons qu'accumuler de nouvelles énergies. On a commencé par de la biomasse, après du charbon, du pétrole, du gaz. On s'aperçoit que la position du nucléaire, en tout cas dans le mix énergétique mondial, est assez anecdotique. Je précise que vous aurez la totalité de ces présentations, hein, cartes, tableaux et compagnie. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on a un mix énergétique mondial aujourd'hui à 80% fossile. En France, notre mix énergétique, il est à 2/3 fossile. Donc vous voyez, on n'est pas très éloigné. Souvent, on confond mix électrique et mix énergétique. Ça veut dire que derrière, il y a des vraies questions à se poser sur notre dépendance à ces énergies dans notre secteur économique. Alors, ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, on montre très clairement qu'il existe aujourd'hui une relation parfaite entre la production de richesse, GDP c'est en fait le PIB mondial, et la consommation et l'utilisation d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on ne peut pas produire $1 sans consommer de l'énergie. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que ça remet en cause un certain nombre d'éléments dont on nous parle de croissance décarbonée, etc. etc. À l'échelle mondiale, ça ne marche pas. Et alors, bien évidemment, derrière ça, vous avez forcément une relation qui est aussi très très forte entre cette croissance et les émissions de CO2. Okay, et on voit bien le décrochement de 2020, là. Hein, on a tous eu l'impression en 2020 qu'on était tous enfermés chez nous, qu'il ne s'est rien passé, que l'économie s'est arrêtée. Sachez qu'à l'échelle mondiale, on a fait moins 5% des gaz à effet de serre en 2020. Juste moins 5%. Et on va voir que c'est en gros ce qu'on va nous demander dans les années à venir à faire pendant 30 ans. Retenez bien ces chiffres. Alors, il y a beaucoup de chiffres, hein, désolé pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, ils vont passer un mauvais moment. Alors ça c'est un sujet qui est assez intéressant, parce qu'on voit, alors vous avez ici, en rouge, c'est aux États-Unis, en rouge vous avez la production agricole, en bleu vous avez les surfaces, et en vert vous voyez apparaître la consommation d'engrais minéraux. Et ça démarre, regardez, hein, 1850, hein, révolution industrielle, etc. etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, jusqu'en 1950, eh bien, on a eu une corrélation parfaite entre les surfaces mises en œuvre et la production. Et après, ce qui a fait vraiment la différence, c'est l'apparition de l'azote minéral. Et donc aujourd'hui, l'azote minéral, c'est vraiment le cœur, c'est le sang de l'agriculture, quel que soit le territoire. Et je ne vais pas vous expliquer le prix de l'azote minéral, vous le connaissez mieux que moi. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de notre modèle actuel? C'est un modèle qui est totalement dépendant des énergies fossiles. Vous le savez tous, l'azote minéral provient d'une synthèse, la réaction Haber-Bosch du CH4. On a un vrai problème sur le phosphore. On n'en parle pas beaucoup, mais on pourra y revenir dans les questions. On parle beaucoup de carbone, on parle beaucoup d'azote. Le phosphore, c'est peut-être encore plus important. On a mis en place des questions phytosanitaires, d'antibiotiques et en élevage, de la techno, et tout ça, ça fait notre modèle aujourd'hui. Mais notre modèle, il est particulièrement dépendant des énergies fossiles. Alors, qu'est-ce que c'est que notre modèle français? Là, on revient un petit peu chez nous. Donc, notre modèle, c'est facile, hein. L'agriculture, c'est 20% des gaz à effet de serre. Voilà, retenez ce chiffre. L'agriculture, c'est 20%, mais notre assiette alimentaire, c'est 1/3. Parce que derrière, il faut rajouter la partie industrielle, gestion des déchets, l'industrie alimentaire, etc., etc. Et donc, ce 20% de gaz à effet de serre au niveau agricole ou 30% sur notre assiette alimentaire, c'est quelque chose qui va devoir aussi bouger dans les évolutions à venir. Alors, si on regarde, eh bien, clairement, pour l'agriculture, ce n'est pas le CO2 la question. Là, le CO2 aujourd'hui représente moins de 5% des émissions du territoire national. Et on le comprend bien, hein. En fait, le CO2 là, provient de la consommation du fuel dans les tracteurs, etc. Et en fait, l'agriculture ne consomme que 3% de l'énergie, mais émet plus de 20% des gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de paradoxe entre les deux, et ce qui fait la spécificité de l'agriculture. Et évidemment, quels sont à ce moment les problèmes? Enfin, les problèmes, les réalités, c'est en fait que l'agriculture représente 90% du protoxyde d'azote, N2O, et 70% du méthane. Ces deux gaz représentant 15-20% des gaz à effet de serre au niveau français, donc il va falloir mettre en œuvre ces leviers. Et vous le savez certainement, ce N2O provient en particulier de l'épandage de l'azote minéral. CH4, vous avez compris, on est plutôt sur les ruminants. Donc la responsabilité, évidemment, 55 ans de culture-élevage, hein, sur les gaz à effet de serre, donc l'élevage un peu moins de 50%, les cultures un peu moins de 50%, mais là aussi, si ce graphique il est réel, c'est un fait, il ne traduit pas complètement la réalité, parce qu'il faut aussi savoir qu'en France, 2/3 des cultures sont en destination de l'élevage.
Donc on a aussi, si on faisait un arbitrage réel entre élevage et culture de vente à usage de l'alimentation humaine, par exemple, eh bien ces ratios ne seraient plus les bons. Alors, bien évidemment, tout ça, ça a eu des impacts et ça continue à avoir des impacts. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est ce qu'on appelle les fameuses limites planétaires. Vous avez certainement entendu parler de ces limites planétaires. Et donc, elles ont été décrites en 2015 par des chercheurs suédois. Et aujourd'hui, on voit ces limites planétaires. Donc, le changement climatique, donc la question du carbone, la question des cycles biogéochimiques, en particulièrement du phosphore, la question de la biodiversité, la question de la déforestation importée, la question du phyto, de l'eau, mais actuellement des questions assez récentes, notamment sur nos territoires, quant à la disponibilité de l'eau. Et puis on voit apparaître des nouvelles problématiques sur la qualité de l'air via par exemple l'ammoniac. Donc on voit bien que notre système, même s'il permet de nourrir les gens de manière efficace, génère ce qu'on appelle des externalités négatives. Donc j'espère que vous avez compris, première conclusion sur le diagnostic, il faut qu'on soit capable de le partager. Parce que là, il n'y a pas de politique là-dedans. Ce sont des faits. On a une société très dépendante aux énergies fossiles, et c'est pour ça qu'on l'appelle thermo-industrielle. Que notre croissance, ce fameux critère dont on parle tout le temps, dans l'état actuel de notre fonctionnement, notre croissance va émettre forcément des GES, vu qu'il y a un lien direct entre les deux, des impacts environnementaux, et donc forcément, une transition va devoir se mettre en œuvre avec 3 mots-clés. Alors un mot dont on parle assez peu, mais j'y reviendrai, la sobriété. Un mot autour de l'efficacité, c'est comment avoir le même service pour une consommation énergétique un petit peu moins forte, et puis des énergies décarbonées. Et donc voilà, et ça s'adresse à peu près à tous les secteurs de l'économie. Eh bien on va voir dans ce contexte comment le secteur agricole peut ou doit évoluer dans ce système. Alors, pour ça, vous avez des politiques. La première, c'est la politique européenne. C'est Farm to Fork, de la ferme à la table, qui est sortie, alors qui n'est pas sortie forcément au bon moment. Mai 2020, on va dire qu'effectivement, on s'est trouvé confronté à d'autres soucis. Donc, pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Donc, il y a tous les mots. Donc, en gros, il faut que les Européens mangent correctement à des prix abordables. Il faut lutter contre le changement climatique. Il faut préserver la biodiversité. Et regardez, messieurs et dames, une rémunération économique équitable dans la chaîne alimentaire. L'Europe affiche pour la première fois cette question d'équitable, de partage de la valeur ajoutée. Et puis un renforcement de l'agriculture biologique, avec un cadre général, c'est la neutralité carbone en 2050. Je ne suis pas sûr que tous ici comprennent bien ce que ça veut dire la neutralité carbone. On va y revenir, avec un point d'étape pour l'Europe, moins 55% d'ici 2030. Moins 55% d'ici 2030. Je vous laisse 10 secondes pour vous dire qu'est-ce que ça peut vouloir. Alors là, il y a qui dit mais non, ça, oui, si, c'est un peu de teasing. Alors en France, ça s'est aussi décliné dans tout un tas de politiques publiques, vous les connaissez toutes, et donc je ne reviendrai pas sur toutes ces politiques publiques, moi je vais centrer sur celle du milieu. Voilà un acronyme qui va accompagner maintenant les 30 ans de ceux qui auront encore une activité professionnelle. Vous savez, moi dans 30 ans, je devrais être à la retraite depuis très longtemps, mais c'est des sujets qui m'intéressent, parce que je suis prof dans une école d'ingénieurs, et tous les ans, j'ai des jeunes à qui je dois expliquer tout ça. Et donc c'est ce qu'on appelle la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc, mais la SNBC, en haut, regardez en haut à droite, la transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone. Donc vous avez le mot écologie, vous avez le mot solidaire. Donc c'est quand même vachement important. C'est sorti aussi pas tout à fait au bon moment, mars 2020. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette SNBC? Eh bien, elle positionne 2017, elle positionne 2050, et elle explique qu'entre les deux, si je veux pouvoir être neutre en carbone en 2050, il faut que je divise par 6 les gaz à effet de serre. Que je divise par 6. Est-ce que nous, du côté agricole et agroalimentaire, on est concernés? Je vous ai dit oui, l'agriculture c'est 20%, l'agroalimentaire c'est 30%. Donc on va voir un peu quels sont les arbitrages qui sont faits. Alors évidemment, on va pouvoir continuer à émettre un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va aussi stocker et on va améliorer le stockage dans les sols agricoles et dans les sols forestiers. Alors, il n'y a pas dans ces scénarios de rupture technologique, c'est important, on pourra en reparler si vous voulez. Alors, voilà un petit peu aujourd'hui les sources d'émissions en France. Alors, on parle d'émissions et pas d'empreintes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc aujourd'hui, pour faire simple, vous avez en rouge, c'est l'agriculture, 86 millions de tonnes, le bâtiment 84, l'industrie 79. Vous voyez, les trois sont à peu près au même niveau. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant, mais je vous rappelle que même si l'agriculture ne consomme que 3% de l'énergie, elle émet 20% des gaz à effet de serre. C'est la spécificité de ce secteur, et c'est pour ça qu'il est toujours présenté. Donc, l'agriculture est conviée forcément à une baisse de ces gaz,
continue à produire de l'aliment. Pourquoi pas produire de l'énergie? Pourquoi pas produire... Et c'est ce qu'on appelle la bioéconomie. Ce fameux mot qui est sorti depuis quelques années, une politique nationale, une politique européenne, je vais résumer, substitution du carbone fossile par du carbone renouvelable. Voilà un petit peu l'enjeu, demain, de toute l'économie. Alors je vais vous rassurer tout de suite, nous n'avons pas assez de biomasse pour tout faire. On va le poser sur la table, c'est clair, il n'y aura pas de biomasse, suffisamment de biomasse pour substituer tout notre carbone fossile par du carbone renouvelable. Donc on va devoir arbitrer. Ça va être une des clés de ce qu'il va falloir qu'on fasse. Bien évidemment, tout ça en continuant à avoir une politique environnementale positive. Alors voilà un petit peu ce que dit la SNBC. Rappelez-vous des chiffres, on était à peu près à 500 millions de tonnes. 2050, j'ai plus de 80 millions de tonnes à émettre. Parce que je peux en stocker 80 millions. Bon, ben dans la stratégie nationale bas carbone, au miracle, ben l'agriculture a le droit de garder 40 à 50 millions de tonnes. En gros, on demande à l'agriculture de diviser par 2 ces gaz à effet de serre, là où les autres secteurs doivent diviser par 10 ou 15. Vous voyez? Donc on ne peut pas, nous, du côté agricole et agroalimentaire, dire moi je fais rien, et les autres font tout. Donc on a des enjeux tels qu'ils sont décrits. Ok? Bon, ben une fois qu'on a dit ça, il faut essayer d'avancer. Et donc, je vais vous présenter les scénarios. Parce que la SNBC n'est pas un scénario. La SNBC, c'est une projection de gaz à effet de serre entre 2017 et 2050. Aujourd'hui, vous avez à votre disposition tout un tas de scénarios qui sont sortis. Alors, vous connaissez peut-être le scénario RTE, qui est un scénario mix électrique, qui est sorti en juillet 2021. Vous avez les scénarios ADEME qui sont sortis très récemment, en novembre 2021. Et puis vous avez un scénario un petit peu plus ancien, qui s'appelle le scénario After 2050, que je vais vous présenter. Donc le challenge, c'est vous présenter tout ça en 8 minutes. Fastoche. Si vous allez vous accrocher. Alors le premier, c'est le scénario RTE, qui tient en une seule diapo. En fait, le mix électrique, est-ce que ça nous concerne du côté agricole? Oui, ça nous concerne, parce qu'en fait, vous avez 6 scénarios qui sont proposés. On va faire simple. M0, M1, M23, il n'y a pas de nouveau nucléaire. On garde l'ancien.